Commencé au milieu du XVIe siècle, cet hôtel de ville de style Renaissance ne sera terminé qu'en 1628. Bordé de maisons d'habitation, il domine la place de Grève, important port de ravitaillement pour la capitale. Au début du XIXe siècle, pour lutter contre les inondations fréquentes, un quai est construit 6 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Dans les années 1830, devenu trop petit, l'hôtel de ville connaît un agrandissement spectaculaire. Les architectes vont véritablement se servir de ce noyau initial de l'hôtel de ville Renaissance et vont l'entourer, l'agrandir. Ils vont donner les façades sur le quai de Gesvres, sur la rue de Rivoli, à l'arrière sur la rue Lobau. C'est l'un des plus somptueux palais de la capitale, qui accueille des réceptions grandioses. Parallèlement, les abords de l'hôtel de ville sont transformés. Sur le parvis, les dernières maisons sont rasées. Depuis le Moyen-Âge, la place de l'hôtel de ville a quadruplé de surface. Elle occupe près de 13 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 2 terrains de football. Pour dégager son accès, Haussmann n'hésite pas à faire raser 9 rues pour créer l'avenue Victoria, longue de 400 mètres, qui relie la place du Châtelet à l'hôtel de ville en ligne droite. L'avenue Victoria, qui doit son nom à la visite de la reine Victoria dans les années 1850, déboule en quelque sorte d'est en ouest. Et donc de là, on a cette vue grandiose de l'hôtel de ville qui nous permet de le voir sous son meilleur jour. Ce palais, qui a traversé les siècles, n'a pas résisté aux destructions de la commune. Après 2 ans à fouiller les ruines, la décision est prise de repartir à zéro. Les façades qui tiennent à peine debout sont rasées. Il faut ensuite déblayer complètement les pierres et poutres de soutènement des constructions antérieures, retrouvées jusqu'à 6 mètres plus bas au niveau de la Seine. L'idée des bâtisseurs est de reconstruire à partir d'une surface totalement lisse et non poreuse. Première étape, assécher le terrain. À proximité de la Seine, l'hôtel de ville repose sur un sol gorgé d'eau. Un système de pompe est donc mis en place afin d'assainir la base de la future construction. Deuxième étape, pour garantir l'étanchéité du nouvel édifice, un plateau de béton de 1 mètre d'épaisseur est coulé sur la totalité de la surface de 11 400 mètres carrés, soit plus de 11 000 mètres cubes de béton, autant que le volume de 4 piscines olympiques. À partir de ce socle en béton, les architectes vont commencer à travailler. L'hôtel de ville est pensé dans ses moindres détails, comme en témoignent ces dessins d'architecture d'époque soigneusement conservés à la bibliothèque de l'hôtel de ville. Appelés cahiers de calpinage. C'est une série de dessins techniques qui présentent les différents éléments d'architecture, les différents éléments de construction qui vont permettre aux architectes d'un côté et à l'entrepreneur de savoir ce qu'il a à faire. Alors ici, on a une façade de l'hôtel de ville, celle qui donne sur la rue de Rivoli, le soubassement et le premier étage, enfin le rez-de-chaussée, le premier niveau, qui nous donne déjà une idée de ce à quoi va ressembler l'hôtel de ville. Et on est au tout début du processus, puisque c'est 1873. Chaque plan est signé par les architectes et sert de bon d'exécution aux différents entrepreneurs et fournisseurs. L'édifice sera construit en pierre de taille. Il faut s'assurer que les matériaux arriveront en quantité suffisante pour que le chantier ne connaisse pas d'interruption. En octobre 1875, les travaux du socle du rez-de-chaussée débutent. En juillet 1876, les murs du rez-de-chaussée et du premier étage sur la partie centrale commencent à s'élever. Mais de nouvelles difficultés apparaissent. Dès 1876, le chantier s'arrête parce que l'entrepreneur qui était responsable des travaux de terrasserie et de maçonnerie ne fournit plus les pierres nécessaires. Donc on va le remplacer, on va prendre un autre entrepreneur qui était propriétaire, lui, de carrières. Et il va donc reprendre le chantier et fournir le chantier grâce à ces carrières. Ces carrières sont situées dans l'Eure et dans l'Yonne. Les pierres extraites sont transportées par voie fluviale jusqu'au chantier. Les péniches de marchandises circulent sur la Seine et ses affluents.
Les Hauts-de-Seine fournissent la plupart des matériaux de construction, comme le sable ou la brique. Extrait dans les mines du Nord, le charbon est chargé sur des péniches qui empruntent le canal de Saint-Quentin pour rejoindre Paris. La voie naturelle d'acheminement des matériaux au XIXe siècle, c'est la Seine. On le redécouvre aujourd'hui, mais en fait, c'est la voie principale pour acheminer tout ce qui est pondéreux au XIXe siècle. Ces ports, en fait, se distribuent tout au long de la Seine. Il faut imaginer que ce qui aujourd'hui constituait de quais, en fait, était une succession de ports spécialisés. Le port au bois, on distingue le bois de construction du bois de chauffage. Il y a des ports où on décharge la pierre de taille. Ainsi, les vins de Bourgogne sont débarqués quai de Bercy, le blé sur le quai de Grève et le charbon nécessaire au fonctionnement des machines à vapeur, quai des Grands Augustins. Depuis le quai, les bâtisseurs doivent faire face à un nouveau défi. La place de l'Hôtel de Ville se situe en effet 6 mètres au-dessus du port qui borde la Seine. Comment hisser ces blocs de pierre pouvant peser jusqu'à 5 tonnes à hauteur du chantier? Les constructeurs ont un allié de taille, le cric. Et surtout, la machine à vapeur. Cette époque est marquée par un renouvellement des pratiques, notamment une importance nouvelle donnée à la mécanisation. Ça touche bien sûr tout ce qui a trait au transport des matériaux. C'est fondamental dans le bâtiment, le transport. Transport pour amener les matériaux jusqu'au chantier et puis transport à l'intérieur du chantier. Les blocs de pierre sont d'abord hissés sur le quai grâce à des grues à vapeur qui déposent les blocs sur des wagonnets plateformes. Constitués d'un châssis recouvert par un plancher de chêne, ils peuvent transporter des blocs pesant jusqu'à 20 tonnes, soit le poids de 3 éléphants. Ils circulent sur des rails ou des ponts roulants et sont tractés par la force animale ou humaine. Les pierres sont taillées sur place avant d'être élevées jusqu'au niveau souhaité grâce à des tours d'échafaudage. Une machine à vapeur semi-mobile permet de hisser les matériaux au niveau souhaité grâce à une courroie munie d'une chaîne. Ce couplage de transport horizontal et de transport vertical des matériaux de construction sur des rails qui va extrêmement accélérer les temps de construction. Le chantier prend de l'ampleur. 385 ouvriers y travaillent quotidiennement en 1878, 909 un an plus tard, et ils seront près de 1000 en 1880. Pour augmenter les cadences, on instaure le travail de nuit dès 1874. Le chantier avance à la lumière électrique et les dimanches ne sont pas chômés. L'idée, c'est de mettre les bouchées doubles, d'achever l'Hôtel de Ville pour la fête du 14 juillet, nouvelle fête nationale, rétablie en 1880 par la Troisième République. On est dans un chantier qui va durer pour le gros œuvre de 1873 à 1882.